Nous avons le droit d'analyser sur ces plateaux l'actualité politique de la semaine, le décryptage avec les analystes politiques et les hommes de terrain sur ces plateaux aujourd'hui dans le cadre de votre émission au crible. Je suis avec Monsieur Hibert Kabasoubabo. Il est libre penseur, écrivain et chercheur en gouvernologie. Aujourd'hui, il va analyser avec nous l'actualité, mais autour de ce thème important, quel développement pour la RDC, carence des luttes. Et sur ces plateaux, Norbert Mbayamba va nous rejoindre sur ces plateaux pour analyser avec nous l'actualité de la semaine. Mais le problème des sauts de moutons fait en sorte que les invités puissent arriver en retard, mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission. Hibert Kabasoubabo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Hibert Kabasoubabo, le sujet d'aujourd'hui, quel développement pour la RDC, carence des luttes, on en parle, est-ce que c'est le cas déjà? Oui, je pense que c'est les cas, parce que bon voilà, moi d'abord je voudrais commencer par saluer chaleureusement les responsables de votre chaîne de télévision, mais également les téléspectateurs, ceux qui vous suivent. Et donc, je viens là pour contribuer avec quelques idées, pour donner une certaine intelligibilité aux problématiques fondamentales qui assaillent notre société. D'abord, il faut dire que la notion de développement, il y a plusieurs théories, mais ce ne sera pas aujourd'hui, dans quelques minutes, que nous allons explorer les différentes théories du développement. Mais de manière générale, le développement est une dynamique processuelle. Les développements, c'est un processus. Lesquels processus portent sur l'amélioration du système infrastructurel, mais également l'amélioration de la production en termes de croissance économique et en ultime instance, un processus, une dynamique processuelle qui a l'impact qualitatif sur la vie de la société de manière générale. Donc, c'est une sorte de triptyque entre l'amélioration du système infrastructurel, l'amélioration du système de production, donc la croissance économique, par ce qu'on a appelé la croissance inclusive, mais également une croissance économique soutenable dans la durée, qui doit être une croissance portant sur la diversification de l'économie, mais également ce qu'on a appelé la densification de l'économie. Mais vous savez, on a introduit l'élément, quand on parle, je veux dire, croissance inclusive, mais on a introduit l'élément, la dimension du développement humain. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut qu'il y ait, si vous voulez, parallélisme entre la courbe de la croissance qui monte et la courbe du développement humain, l'indice de développement humain. D'ailleurs, quand on parle de développement humain, on doit souligner ici qu'il est malheureux de constater que l'année passée, donc 2019, la RDC a perdu 3 places sur l'échelle, ou si vous voulez, dans la classification de l'indice de développement humain sur le plan international, alors que de 2001 à 2018, l'indice de développement humain de la RDC ne faisait que croître. On est parti dans les années, je veux dire, en 2001 à 0,220 et on est arrivé à 445 à peu près. Mais malheureusement, on a perdu 3 places. Donc, triptyque dans le développement, il est systémique, il est processuel, triptyque, amélioration infrastructurelle, amélioration de la croissance économique diversifiée, densifiée, mais également amélioration quantitative, je veux dire, de la vie humaine. Maintenant, dans les différents modèles, nous n'aurons pas le temps de les explorer ici en détail, les différents modèles, notamment les modèles de la modernisation, l'industrialisation, les modèles sociologiques ou anthropologiques, et les modèles, si vous voulez, les modèles étapistes ou séquentialistes de Walt Whitman Rostow, qui est le modèle dominant en 5 étapes. Ça veut dire, d'après Rostow, évidemment, il y a eu des critiques pour dire que c'est un modèle qui est, je veux dire, anglo-saxon centriste, parce que c'est un modèle qui a été calqué sur les décryptages de différentes phases de développement dans le modèle nord-américain, qui parle de la société traditionnelle où la production, c'est l'agriculture, il n'y a pas beaucoup de sciences, il n'y a pas beaucoup de technologie, les croyances sont un peu irrationnelles, on pense qu'il faut faire des incantations ou offrir des sacrifices aux ancêtres pour que la production puisse avoir une croissance. Et puis la deuxième étape, c'est l'étape de l'apparition des conditions de décollage. La troisième étape, ou si vous voulez la troisième phase, c'est la phase du décollage. Et la quatrième phase, c'est la phase de
si vous voulez, l'impulsion vers la maturité, la dernière phase qui est la phase d'une société de consommation. Mais on a critiqué ces modèles et aujourd'hui, on pense qu'il faut regarder le développement en tant que processus à travers un prisme à la fois hegelien et marxiste pour dire que le développement est en réalité le développement d'une société. La mutation qualitative, totale, substantielle d'une société est en fait le reflet, la conséquence de l'éclosion de la conscience d'un peuple, de l'esprit d'un peuple. Lorsqu'un peuple déploie sa spiritualité, déploie sa rationalité, déploie son intelligence, maîtrise les technologies, c'est à ce moment-là que un peuple peut actionner les changements matériels. Merci. Monsieur Hubert Kabasoubabo, je rappelle que vous êtes libre penseur et écrivain et chercheur en gouvernologie. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi chercheur en gouvernologie. Mais le professeur Moukoko Samba, il avait parlé, il avait fait un point de presse. C'était en 2000, à moins que je me trompe, 2016, si pas 16, 2015. Il a parlé que le Congo deviendra émergent à l'horizon 2030. Pensez-vous que nous sommes dans les processus pour se développer, ou soit apparemment c'était juste c'est l'utopie? C'est pas du, je veux dire, bon, quand vous dites c'est l'utopie, on peut prendre ça un peu, je veux dire de deux manières, parce que Karl Mannheim, qui est un Autrichien sociologue, il parle de l'utopie comme étant une projection, une ambition qui procède de l'imaginaire d'un peuple, et d'ailleurs Kamana, les grands philosophes, parle également de l'imaginaire, l'utopie comme étant nécessaire pour qu'un peuple doit avoir un rêve, voilà, donc c'est positif. Maintenant, c'est-à-dire que le professeur Moukoko Samba, il faut bien situer les contextes. Le professeur Moukoko Samba a travaillé avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui à mon avis aura été le meilleur Premier ministre de l'histoire. Pas Mouzito. Pas Mouzito. Matata Ponyo aura été le meilleur Premier ministre, le plus performant et le plus innovant. Pourquoi, je vais arriver là-bas. Il faut nous aider parce que nous voulons que le Congo se développe. Je vais arriver là-bas. Maintenant, vous avez posé une question fondamentale. Vous dites, est-ce que, le professeur Moukoko Samba dit en 2030, on sera un pays émergent? Est-ce que c'est de l'utopie? Non, c'est pas. J'avais dit, c'est l'utopie, on peut accepter dans la mesure où l'utopie est bonne positivement. C'est-à-dire qu'il faut avoir un imaginaire, il faut avoir de l'imagination, il faut se projeter dans le temps. Évidemment, on ne va pas réaliser tout ce que l'on projette, on ambitionne dans l'utopie, on peut, même si on réalise 30%, c'est déjà bon. Mais dans ce sens que la performance économique, d'abord il faut dire ceci, pour mieux comprendre, pour que l'émission ait un sens, je veux dire, une valeur ajoutée pédagogique. Sous Mobutu, ou quand Mobutu a laissé le pays, avec les guerres, la dictature, la zaïrianisation, parce que la zaïrianisation a ruiné l'économie. Parce que Mobutu, quand les Belges laissent le Congo avait un niveau de développement et d'industrialisation parmi le peloton des 3 meilleurs pays industrialisés de l'Afrique. Vous donnez l'exemple, le Katanga seul était plus industrialisé que le Nigeria, qui était en 1960 un pays simplement agraire, qui vivait simplement de patates et de l'huile de palme et des arachides. Les Katanga étaient de loin plus industrialisés, donc le Congo était très industrialisé. Maintenant, avec les sécessions, etc., voilà, il y a hécatombe, Mobutu arrive, il amène quelques bonnes politiques qui ont fait que le Congo, disons en 1970-71, je veux dire, la croissance économique était très élevée, la modernisation, et on a eu des grands ouvrages, des grands accomplissements, voyez-vous. Mais malheureusement, il a imposé un système politique qui était contraire à ce qu'il faisait, et puis il y a eu hécatombe, et puis il y a eu des guerres. Donc, à partir de 2001 jusqu'à 2018, la démarche sous ce régime-là a consisté à tirer les Congos de la phase qu'on appelle anté-émergence. Ça veut dire on n'était pas encore entré dans le champ de l'émergence, donc on était en dehors de la phase anté-émergence. Et donc les observateurs. Non, pas observateurs. Ça veut dire qu'on n'avait aucune condition parce que c'était un État. En 2001, nous n'avait pas eu les temps. Un non-État. Pas un non-État, ça veut dire que sur le plan économique, sur le plan de paramètres fondamentaux systémiques, pour aller dans l'émergence, on n'en avait pas. Ça veut dire qu'on avait être aligné. Non, on n'était pas aligné. Il n'y avait pas la macroéconomie était perturbée,
la production économique avait chuté. Rappelez-vous, le PIB était, je crois, 4 milliards. La production du cuivre était tombée des 450 ou 500 000 tonnes de cuivre dans les années 80 à 45 000. Vous voyez, des 450 à 45 000. Voyez-vous, la production de cobalt, rien. Donc tout était, l'économie était pratiquement morte, quoi. La macroéconomie était complètement, je veux dire, déboussolée. Voyez-vous, l'exportation était écroulée. Et donc on est sorti avec les réformes qui ont été réalisées. Donc on est sorti de l'anti-émergence à la phase pré-émergence. Et d'ailleurs, ce n'est pas Mukoko Samba ou, je veux dire, le Premier ministre Matata qui ont dit que nous entrons dans la pré-émergence pour projeter l'émergence en 2030. C'est PNUD, c'est les PNUD. Et moi, j'étais aux États-Unis en 2015 où le magazine des Atlantic, qui est un magazine sérieux, qui est lu par les présidents, par les grands décideurs, par les sénateurs, et les congressmen à Washington, des Atlantic, disait déjà en 2015 que le Congo est parmi les 5 pays à potentialité d'émergence qui vont déterminer le destin de l'humanité dans les 2 décennies qui vont suivre. Et puis il y avait aussi Bloomberg, qui est une corporation médiatique focalisée sur l'économie, et vraiment une organisation médiatique économique de pointe, qui avait également discerné le fait que, en projection, le Congo peut devenir un État émergent en 2030. Parce que l'émergence est une sorte de phase intermédiaire. Le développement est lointain. D'ailleurs, dans cette projection de professeur Mukoko Samba et Matata à l'époque, la projection, en fait, elle s'était faite dans le cadre du plan national stratégique de développement. Ceux qui disent que le Congo n'a pas de stratégie, le Congo n'a pas de vision, se trompent. Le Congo a bel et bien une vision qui est encastrée dans le plan national stratégique de développement. Mais une vision que le peuple congolais non, mais le problème c'est que, il y a dans notre... C'est pourquoi j'ai dit que j'espère en gouvernologie. En termes de la science du gouvernement, la gouvernologie, la science du gouvernement, ça veut dire... La gouvernologie, c'est la science du gouvernement. C'est les corpus, ou si vous voulez, l'ensemble des connaissances systématisées sur l'art des gouverner, mais également la praxis des gouvernements. L'une des déficiences, c'est que les différents gouvernants, dans toutes les corporations majeures, ce qu'on appelle les vision statements, quand vous avez une vision, il faut la diffuser. Il faut la diffuser partout dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, comme le Sénégal. La vision, on la traduit même dans les langues locales. Pour que tout le monde, toute la population doit savoir. Gouverner, disait Rosan Vallon, un gouvernologue politiste français, disait, gouverner, c'est pas seulement prendre des décisions, des lois, allouer de ressources. Gouverner, c'est également donner des référents. Voyez-vous, donner des éléments d'intelligibilité de la marche de l'État, de la marche de la société. Quand vous avez une vision, quand vous avez un programme de gouvernement, ou même un micro-programme, un projet, il faut diffuser ça. Parce que la vision, c'est comme les prophètes. Mais Matata l'a fait, hein. À l'époque de Matata, on nous a fait sortir ici le mot cadre macroéconomique. Donc, ça a été diffusé. Non, les mots cadre... dans la bouche de plusieurs personnes. Et on sentait quand même un peu de l'intelligence dans ce qu'il faisait. Non, pas d'un peu de l'intelligence. Il y avait de l'intelligence parce que Matata avait utilisé le méthode de leadership stratégique, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai assisté à une session où son think tank, enfin, l'un des rares think tanks que l'on connaît, qui est productif, Congo Challenge, a sorti des ouvrages, un bulletin. Et là, dans ces bulletins-là, il parle aussi de la problématique du leadership stratégique. Parce qu'aujourd'hui, enfin, en toute humilité, moi j'ai été formé à Harvard, au Kennedy School of Government, en ce qu'on appelle le pilotage de la performance du gouvernement, ce qu'on appelle le CompStat. Ça veut dire que dans le monde entier, les grandes entreprises, que ce soit Apple, que ce soit General Motors, que ce soit IBM, General Electric, CIA, les grandes corporations Pentagone, il y a au début de toute chose, de tout leadership stratégique, ce qu'on appelle le vision statement, la déclaration de la vision. Okay. Quand vous déclarez une vision, c'est la vision, c'est pas un credo, je ne veux pas reprendre certains credos ici, pour que les gens ne disent pas que je suis en train d'attaquer leur leader, mais il y a beaucoup de phrases qu'on utilise en RDC dont on dit que c'est des visions. C'est pas des visions, c'est des credos, c'est des blablabla. La vision est d'abord un entendement. Avant d'avoir une vision ambition, avant d'avoir une vision projection, il faut avoir une vision entendement. Voilà.
Monsieur Hubert Kabassoubabou, parce que l'émission d'aujourd'hui est vraiment pédagogique, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin que vous puissiez répondre aux questions questionnantes, les sujets, quel développement pour la RDC, carence des luttes, on en parle, mais lorsque vous parlez de la vision, il faut la déclarer, il faut la mettre à la place publique, mais Kabila l'a fait, Kabila a parlé, Kabila nous a parlé de 5 chantiers, Kabila nous a parlé de la révolution de la modernité, je rappelle que vous étiez aussi gouverneur à une époque donnée, alors avec Kabila, on n'avait pas la vision, aujourd'hui les Congos semblent être par terre, alors on avait manque de la bonne vision ou bien comment? Non, non. La vision, elle existait bel et bien. 5 chantiers, révolution de la modernité. Ce sont des thématiques programmatiques, ce sont des thèmes, des thématiques qui portent des programmes. Maintenant, c'est ça justement, les choses comme la gouvernologie, la délivérologie, comme ça, les gens pensent, généralement les gens parlent, mais c'est Kabassoubabou là-bas, qu'est-ce qu'il raconte? Vous inventez des choses? Oui, je n'invente rien, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir ça, voilà. Si vous allez Kennedy School of Government, aidez-nous vous allez voir ça. Voilà. C'est la révolution de la modernité. 5 chantiers, ce sont des thématiques, des programmes. Chaque programme porte un thème. C'était pas une vision. Là, non, la vision existe. La vision que le gouvernement de Kabila avait dès le début, c'était la vision. En fait, le Congo a une vision. La vision du Congo est déclamée ou déclinée ou annoncée dans deux documents. Okay. Dans la Constitution, quand vous lisez la Constitution, dans le préambule de la Constitution, vous allez voir là-bas que nous voulons travailler ensemble pour réaliser un Congo grand au cœur de l'Afrique. Ça, c'est une vision générale. Oui, c'est une vision générale, mais qui est dans la Constitution. Mais cette vision-là répand aussi la vision de Lumumba, qui était la vision du Congo, étoile brillante au cœur de l'Afrique. La vision, c'est une vision puissante, c'est une déclaration puissante, qui a à la fois une dimension, je veux dire, spirituelle, intellectuelle, politique, militaire. Étoile brillante au cœur de l'Afrique, ça veut dire que sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, politique, militaire, c'est nous qui allons servir des référents à l'Afrique, c'est nous qui allons illuminer, tracter, impulser l'Afrique. Cette vision est prise dans le préambule de la Constitution, cette vision est prise dans le plan national stratégique de développement. Mais la dimension de la communication de la vision, c'est une chose. La dimension, parce que la qualité d'une vision, c'est la vision cognition, la manière de comprendre la société, la manière de la projeter dans le temps. Vous regardez la société, ses problèmes. Maintenant, à partir de là, vous faites une projection. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est de formuler ce qu'on appelle les objectifs SMART, les objectifs quantifiables, les objectifs qui peuvent être repérés, projetés dans le temps, à des espaces bien déterminés, et avoir des actions et des projets qui sont aussi quantifiables, avoir un chronogramme, avoir ce qu'on appelle les indicateurs de performance, définir le source des revenus. C'est ça la manière scientifique de faire les choses. Mais quand vous regardez par exemple le programme de gouvernement du professeur Ilunga Kamba, ça c'est pas un programme au sens scientifique du terme, c'est simplement une déclaration de politique générale, parce qu'il y a, si vous cherchez là-dedans, il n'y a même pas le mot vision, ça n'existe pas. Nous allons y arriver. Il n'y a même pas le mot objectif. Nous allons y arriver. Répondez d'abord d'une manière directe. Oui. Est-ce que Kabila avait une vision? Kabila avait une vision, puisque cette vision... Quelle était sa vision? La vision, c'est la vision réalisée dans la Constitution. Puisque et sa vision propre du gouvernement. La vision... Mais non, mais... C'était une programmation. Non, les 5 chantiers, je vous ai dit que la vision, c'est une ambition générale d'une société. Chaque société, chaque peuple doit avoir sa vision. Les Américains, ils ont une vision. Les Français, ils ont une vision. 5 chantiers, c'était une thématique de programme. Révolution de la modernité, c'était une thématique de programme. Maintenant, je vais arriver là-bas. Une société, les élites doivent se mettre d'accord sur une vision. La société doit se mettre d'accord sur une vision. Les élites se sont mises d'accord sur la vision qui est encastrée dans la Constitution. Le problème, c'est que chacun qui vient, il ne lise même pas cette Constitution, il ne jette même pas un coup d'œil dans le plan national stratégique de développement. Chacun vient et fait des choses d'une manière qui ne concorde pas avec les documents majeurs, fondamentaux qui existent. Voyez-vous, des sauts de moutons, c'est quelle vision? Voilà, nous allons y arriver. Non, mais les sauts de moutons, c'est quelle vision? Alors, Molo, parce que j'étais même avec un politicien ici, qui ne sait même pas que notre constitution a 229 articles, c'était un problème. J'étais avec Noël Tchenis et Roger Lumbala, ils m'ont dit, le Congo a un problème de capital humain. Est-ce que c'est vrai? Bon, je veux dire, oui, c'est vrai, on a un problème de capital humain parce que, mais quand on dit qu'on a un problème de capital humain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homme. Lui-même, Tchani, c'est déjà une ressource majeure.
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le président Tshisekedi ne peut pas prendre Tchani comme un consultant personnel ou privé. Il peut bien le prendre, il peut bien créer une structure, une cellule dans laquelle il peut mettre Tchani, il peut mettre Matungulu, il peut mettre les grands Nzongola Ntalaza, il peut mettre Kanko Ndambaya qui est aussi un grand. Nzongola Ntalaza. Mouzito également, vous n'avez pas dit pourquoi Matata était plus né que Mouzito, vous avez frôlé la question. Mouzito n'est pas de la catégorie de Kanko Ndambaya ou de Nzongola Ntalaza. Nzongola Ntalaza, c'est lui qui a écrit la partie de la gouvernance dans le programme de Népal. Mais c'est une tête quand même, Mouzito à maîtriser certaines choses que Matata n'a pas pu. Non, c'est deux choses différentes. La meilleure performance économique de la République démocratique du Congo a été réalisée sous Matata. C'est d'ailleurs sous Matata que les grands stratégistes internationaux, je vous ai parlé des PNUD, Bloomberg, d'Atlantique, ont vu que le Congo peut devenir un État émergent. Maintenant, c'est vrai, il y a un problème, il y a un déficit de capital humain. Mais il y a quand même quelques personnalités qui existent, qui peuvent bien aider. Tchani peut bien aider, Matungulu peut bien aider, Norbert Yamba, pourquoi pas, ils peuvent bien aider. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est l'irrationalité dans l'alignement de peu de ressources humaines que nous avons, malheureusement. Quand vous regardez à la présidence, les stratégistes, les conseillers en ceci, d'ailleurs en duplication avec les gouvernements, ça pose problème. Voilà, nous arrivons par là. Je rappelle que vous êtes fidèle téléspectateur sur ce plateau. Je suis avec M. Hibert Kabassou Babo. Il est libre penseur, écrivain et chercheur en gouvernologie. Il va nous expliquer pourquoi gouvernologie. M. Hibert Kabassou Babo, vous avez suivi ici l'élection de 2018. Chaque candidat a présenté un programme et Tshisekedi a été mis par rapport à son programme. Et alors, on nous a parlé de peuple d'abord, on nous a parlé des luttes contre la pauvreté, les inégalités sociales et les tout. Actuellement, sentez-vous qu'il y a une volonté politique pour l'application de ces programmes? Non, mais il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Et d'ailleurs, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de volonté politique, c'est un constat. Mais quelle est la cause quelle est la cause de l'absence ou de la déficience de volonté politique? C'est ça la vraie question. Pourquoi il n'y a pas de volonté politique? Et sur le plan de l'anthropologie politique, beaucoup d'experts, beaucoup de chercheurs et d'académiciens, d'universitaires considèrent que les déficits de volonté politique traduit en réalité un déficit de l'être, un déficit anthropologique. C'est-à-dire que l'homme congolais, dans sa totalité, il a une déficience quelconque qui fait qu'il soit incapable d'appeler à l'existence, un peu comme Dieu, d'appeler à l'existence ce qu'il énonce. Alors, là, je me relance. Là, on peut donner raison à Kabila. Il a dit, il a tenté à faire changer l'homme congolais. Mais oui, il a raison. Il n'a pas pu. Mais comment Et puis, il a manqué même 15 collaborateurs. Non, on peut lui donner raison. Il a manqué 15, mais au moins, peut-être, il en avait une dizaine. Mais maintenant c'est ça le vrai problème de la société congolaise de manière générale. C'est-à-dire, chaque Congolais, c'est pourquoi je dis qu'il y a eu des critiques sur la conception étatiste, séquentialiste du développement, pour dire, en fait, le véritable développement, c'est les développements substantiels, les développements ontologiques de l'être, de l'homme dans sa totalité. L'homme qui doit faire jaillir les meilleurs de lui-même, l'homme qui doit faire jaillir sa puissance spirituelle, intellectuelle, maîtriser la technologie, la science et appeler à l'existence les choses qu'il énonce. Malheureusement, nous énonçons les programmes, nous énonçons des projets, nous énonçons des actions, mais nous avons cette déficience ontologique qui fait que nous manquons un peu ce que les révérends pères Tempels, dans la philosophie bantou, a appelé la force vitale. Okay. Ça veut dire, comme un peu dans la philosophie nietzschéenne, ce qu'on appelle la volonté de puissance. C'est-à-dire que être en mesure, un peu comme Dieu, faire jaillir en nous un peu la force, l'identité divine qui est en nous. Parce que Dieu est créateur, nous sommes aussi des entités de création, nous devons être en mesure de faire comme Dieu, dire un mot et la chose s'accomplit. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, il y a une dimension spirituelle, intellectuelle de la chose qui fait que nous avons cette déficience-là. Ce qui fait que beaucoup de choses ont été annoncées. On a parlé de Manifeste Lancélé, qui était un bon programme, etc. Un programme conçu par le père de l'UDPS. Oui, voilà. On a eu beaucoup de programmes de gouvernement, des programmes, je dis, des gouverneurs, plusieurs projets, mais qui ne se réalisent pas. Mais voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Mais ce n'est pas de la fatalité. Voyez-vous, ce n'est pas de la fatalité. Les développements, comme disait Raymond Aron, aucun pays ne se développe par décret. Le développement est processuel.
la société connaît des contradictions et au fur et à mesure, la société peut avancer et avoir les hommes qu'il faut. Même les plus longs voyages commencent toujours par un pas. Est-ce que la RDC a déjà mis les pas sur la route pour aller vers le développement? Bien sûr, vers l'émergence. Oui, nous avons connu, écoutez, nous sommes une société, en 2001, quand Joseph Kabila prend le pays, c'était un État non seulement en faillite, mais un État en dislocation, parce qu'il y avait un État décomposé. Voyez-vous, le RCD, le MLC, le gouvernement Kabila Mzee de ses côtés ici. Et Mzee n'a pas eu le temps vraiment d'enclencher la reconstruction multisystémique du pays. C'est sous Joseph Kabila qu'on a eu beaucoup de réformes, on a eu la constitution. En fait, la reconstruction à partir de 2001 à 2018 a été l'une des dynamiques des reconstructions en Afrique qui s'est réalisée dans les contextes ultra compliqués où on devait reconstruire l'État, réformer les institutions ou remodeler les institutions, relancer les systèmes électoraux, réformer les systèmes macroéconomiques, reconstruire l'armée et donner une direction à la société. Aujourd'hui, je veux dire, l'alternance s'est déroulée. Celui qui est venu comme président a trouvé quand même un État dans un meilleur état en 2001. Mais ce n'est pas la même manière que le vieux Moka. J'étais avec lui ici, il était candidat président de la République. Lui qui parle que l'arrivée de la FDL, ce n'était pas pour la libération, mais c'était pour l'enrichissement des individus. Et aujourd'hui, si les Congolais sont en train de subir ce qu'on est en train de subir, c'est parce qu'il y a les héritiers de la FDL qui sont là en train de faire saigner la question de l'État, de faire saigner l'État congolais. Non, mais je pense qu'il faut faire la différence entre les politiciens qui parlent de manière politicienne et des chercheurs. Moi, je ne parle pas comme un politicien qui parle de sa politique. Je parle comme quelqu'un qui fait de la production. Avec des bases. Des productions intellectuelles dans la matière qui fait de la recherche. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont venus simplement... C'est vrai, les gens, quand ils sont au pouvoir, ils ont des salaires et ils peuvent... il y a des opérations qu'ils font, ils sont exposés aux possibilités d'enrichissement. Licite et illicite, c'est une réalité. Mais la vérité indubitable, c'est qu'on avait un produit intérieur brut. Si quand Kabila est venu, écoutez-moi bien, si quand Kabila est venu, il a trouvé un pays paisible, une armée forte, un système éducatif reluisant, un produit intérieur brut de 100 milliards de dollars, la Gécamine qui produisait 2 millions de tonnes de cuivre, et lui, Kabila, piqué par une sorte de crise démentielle, il écrase l'économie, il ruine l'armée, il ruine l'État. De 200 milliards de PIB, le pays donc, s'écoule à 1 milliard. À ce moment-là, on peut dire qu'il a détruit. Voilà, mais si lui l'a enclenché, bien entendu, ça n'était pas parfait. Voilà, merci. Évoluons. Si la courbe était ascendante sur plusieurs paramètres, évidemment, il y a la problématique de la pauvreté. Évoluons, M. Hubert Kabasoubabou. Évoluons, M. Hubert Kabasoubabou. Alors, parlons, vous avez parlé ici de... Sylvestre Ilunga Kamba avec son gouvernement, mais je vous rappelle qu'il est le produit de l'accord entre l'FCC et Cash, et Sylvestre Ilunga Kamba, il a proposé un programme devant les élus nationaux. Il nous a parlé des 15 piliers. Il a dit il va trouver la solution dans chaque secteur. Ces documents-là, ce n'est pas un programme. Sur le plan scientifique et technique, je suis désolé, je vous ai dit en toute humilité que je suis formé à Harvard en cette matière-là. Ces documents-là, ce n'est pas un programme de gouvernement. Mais c'est quand même un professeur. Non. Mais attendez, une minute. Okay. On peut être professeur d'économie, mais on ne connaît pas la gouvernologie. On peut être même professeur de sciences politiques, mais on ne connaît pas la gouvernologie. La gouvernologie, c'est un domaine de spécialisation en sciences politiques. La science politique est grande. Il y a là-bas les élections, la théorie politique, la science politique comparée, il y a les élections, il y a les systèmes politiques institutionnels, etc., l'histoire politique, etc. La gouvernologie, c'est vraiment les domaines de l'art, la praxis du gouvernement. C'est pas parce qu'on est professeur d'économie, j'arrête beaucoup, ou docteur Tridoc, je ne sais moi en quoi, que nécessairement on connaît la gouvernologie. Alors, vous voulez tout simplement dire que c'est que Sylvestre Ilunga Kamba promet à la nation, c'est des incantations politiques. Ah bon, ça c'est vous qui sortez. C'est tout sauf le programme. Mais je vous dis que techniquement, ces documents-là, c'est pas un programme de gouvernement. À la rigueur, c'est une déclaration de politique générale. Encore que la Constitution parle aussi de documents de politique générale.
Parce qu'un programme doit avoir une vision qui est déclarée, ce qu'on appelle en anglais vision statement. Un programme doit avoir des objectifs, un programme doit avoir un chronogramme, doit avoir des KPIs, des indicateurs de performance, les sources de revenus, les modalités d'évaluation. Voyez-vous, si vous n'avez pas ces éléments-là, vous n'avez pas un programme. Quel développement pour la RDC? Carence des luttes, on en parle. Si déjà professeur Ilunga Lunkamba n'a pas pu mettre un programme à la place publique, et puis encore, ce programme a été adopté par les 500 députés qui représentent toute une nation. Frère, et alors, ce sont les gens bandés, laissez-moi terminer avec la question, monsieur. Alors, peut-on nous parler des carences d'élite, parce que les 500 députés nationaux représentent la nation. Il y a carence d'élite. Ils n'ont pas vu ça. Mais écoutez, moi je suis venu des États-Unis, la US Africa Leadership and Government Academy, il y a des gens qui sont venus du Congo, qui sont venus à notre formation. Il y a 3 ministres qui ont participé à nos formations. Billy Kambale a participé à nos formations. Le ministre Billy Kambale, son excellence, que je salue en passant. Madame Rose Boyat a participé à l'une de nos formations au Texas. Et Madame la ministre de la fonction publique a participé également. C'est-à-dire que l'art de gouverner, mon frère, aujourd'hui, c'est fait avec même ce qu'on appelle les e-government, avec des instruments, des algorithmes, des instruments informatiques qui vous... Si on avait compris la nécessité d'avoir un séminaire sérieux sur la pratique de gouvernement, on n'aurait pas eu ces problèmes. Ils étaient partis à un séminaire de renforcement mais justement, ils ont appelé un Sénégalais, on a appelé un Sénégalais qui lui n'était pas à la hauteur. Après la présentation du Sénégalais, tout le monde était déçu. Alors vous avez honte d'être congolais, parce qu'apparemment, même les décideurs ne semblent pas comprendre c'est quoi le développement, comment aider les pays à leur aller de l'avant. Non, mais écoutez. C'est de la poudre aux yeux. Non, écoutez, c'est pas la poudre aux yeux. Nous sommes en train, comme j'avais dit, Raymond Aron a dit que les développements ne peuvent pas être décrétés, les développements ne se font pas de manière linéaire ou sur une surface plane. Les développements, c'est avec des contradictions, vous avez des problèmes, où vous essayez de le résoudre, une thèse, une antithèse, puis vous allez à une nouvelle synthèse. Donc, les développements fait aussi qu'il faut qu'il y ait éclosion intellectuelle, spirituelle. Il faut que les gens apprennent. Parce que notre science aujourd'hui, même notre science, c'est une science d'à peu près. C'est une science d'à peu près. Et même certains professeurs d'université, certaines élites ne sont détentrices que de ce qu'on appelle l'intelligence instrumentale. Ça veut dire que chaque entité biologique, une poule, un rat, un serpent, un hippopotame, dans son contexte, dans son environnement, parce qu'il a un cerveau, peut acquérir une connaissance par rapport à son environnement. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intelligence instrumentale. Mais les élites qui développent les pays, justement, on parle du modèle de développement, ce sont les élites développementales ou des élites développementalistes. Développementales, c'est là où les développements matériels est le fruit du développement superstructurel. Voilà. Voyez-vous? Alors, si déjà au niveau de la science, votre science n'est qu'une science mimétique, votre connaissance n'est qu'une connaissance mimétique et vous avez l'intelligence instrumentale, il n'y a pas moyen de faire le développement. Voilà, merci M. Hubert Kabassoua. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu presque tout le monde. Mais pourquoi il n'a pas reçu les chercheurs, les professeurs pour essayer de voir c'est une question scientifique? C'est une question qu'il faut lui poser. Parce que si M. Tchani dit qu'il a un plan Marshall, il dit matin, midi, soir. M. Tchani, le plan Marshall, il dit matin, midi, soir qu'il a un plan Marshall. Qu'est-ce que ça vous coûte de l'approcher de mon frère? J'étais même ici avec Noël Tchani, elle est un tout. Non, mon frère, vous avez un plan Marshall. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on ne peut pas l'approcher? Qu'est-ce que ça nous coûte? Voilà. Si Lungu Kamba nous parle de la couverture de santé universelle, mais apparemment les secteurs de santé aujourd'hui est infecté. Vous êtes sans ignorer que le virus coronavirus est aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous êtes un chercheur, un penseur. Pensez-vous que notre gouvernement est à mesure de sécuriser la population congolaise par rapport à ces flux? Non mais écoutez, ça il faut poser déjà que nous avons lu dans les réseaux sociaux que le président de la République a dit dans le Conseil des ministres, et encore que c'est un peu gravissime, le président de la République, je pense que quelqu'un doit avoir le courage, la vaillance de lui prodiguer des conseils. Les présidents de la République, ça a une manière de parler qui a de la retenue, qui est équilibrée. Mais il a dit dans un Conseil des ministres qu'il trouve que, à moins que je me trompe, ou à moins que ce soit un fake news, mais c'était relayé partout, que le ministre a fait une communication médiocre et exécrable.
Bon, voilà. Il parle de ministre et Denis Longondo mais voilà. de santé. Lui qui est le ministre de l'UDPS. Ça dit tout. Le fruit de l'UDPS. Maintenant, est-ce que les gouvernements est capable, sur le plan de la santé, je ne suis pas expert de la santé, je ne dis pas que je suis le plus intéressant. On réfléchit à autre chose. Oui, je ne connais pas tout. Okay. Je ne suis pas expert de la santé. Mais plutôt sur le plan, en ce qui concerne la vulnérabilité, parce que vous voyez que nous avions eu un coronavirus, les effets économiques mondiaux, ou si vous voulez, les effets les répercussions, les conséquences géostratégiques et géoéconomiques des coronavirus sur le Congo viennent trouver déjà le Congo dans une vulnérabilité. Rappelez-vous qu'on a fait un budget de 11 milliards que le ministre de... Sélé Alagouni. Oui, qui a été d'ailleurs, je dois souligner et que je salue en passant, qui a été aussi au Kennedy School of Government, qui a fait pratiquement la même formation que moi, et a dit que en termes de projection de notre cash flow ou de la trésorerie, on pourrait mobiliser qu'à peu près 5 milliards. Donc il y a un gap entre la projection de la trésorerie et les référents budgétaires. Donc on a un gap de 5-6 milliards. Donc, et encore que notre économie a connu un ralentissement, je crois, de 1% sur la croissance économique. Ça c'est de 1. Mais de 2, coronavirus, les conséquences géostratégiques et géoéconomiques font que la Chine, qui est devenue la grande place, le poumon industriel du monde, le fait que son économie a connu un ralentissement à cause du coronavirus fait qu'aujourd'hui les projections de Bloomberg disent que l'économie mondiale va connaître un manque à gagner de plus ou moins 2700 milliards de dollars, en termes d'industrie automobile. À peu près 80%, 85% en termes de revenus des transports aériens mondial. Et avec des répercussions fâcheuses sur l'économie mondiale. Et d'ailleurs, je pense qu'entre parenthèses, coronavirus aura été, comment on dit, a blessing in disguise, ça veut dire une bénédiction cachée. Pourquoi? Parce que les effets géostratégiques et géoéconomiques du coronavirus vont permettre aux leaders mondiaux de repenser les systèmes économiques mondiaux, la mondialisation, parce que avoir la Chine comme le seul espace de production pour tout le monde, avec relocalisation là-bas, maintenant ça impacte tout le monde. Regardez, même Apple, même Coca-Cola, même beaucoup d'industries américaines, même des industries textiles, les grandes marques Gucci et les autres, qui ont des industries de la production en Chine, vont avoir des répercussions. Tu vois, la croissance mondiale va être réduite. Maintenant, pour le Congo, c'est même plus grave. C'est même plus grave parce que 80 à 90% de nos produits miniers, cuivre, cobalt, d'où nous attendons des revenus, c'est vers la Chine. Or, l'industrie chinoise est au ralenti, entre pratiquement en récession. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que sur les 1,5 milliard, ou si vous voulez, 2500 milliards de francs congolais, à peu près 1,5 milliard de dollars sur les revenus douaniers, il y aura réduction même de 30%. Ça veut dire que même ce que les ministres de Finances avaient projeté de 5 milliards là, nous risquons même de ne pas avoir les 5 milliards là, mais nous allons avoir 3 milliards. Alors, monsieur Beck, attendez, c'est pas terminé. Très rapidement. Les revenus des impôts. Nous comptons beaucoup sur les entreprises minières. Or, les entreprises minières là ne pourront pas envoyer autant de marchandises, autant de produits en Chine, parce que la production chinoise, l'industrie chinoise est au ralenti, en quelque chose en récession. Ça veut dire que même les impôts là, qui sont projetés comme revenus dans le budget de l'ordre de plus ou moins 3 milliards, ça fait à peu près 6 700 milliards de francs congolais de revenus, on ne pourra pas avoir ça, on pourra peut-être avoir moins, peut-être 60%. Et dernière chose, dernier paramètre important, les revenus des produits, des hydrocarbures, 30 000 barils par jour, dans le budget, les revenus là, il y a à peu près 450 millions de dollars, on a projeté 65 dollars par baril. Aujourd'hui, le prix du pétrole a chuté à 30 dollars le baril. Ça veut dire au lieu de 450 millions, on aura peut-être 200 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un véritable danger pour la République démocratique du Congo, parce que même les 5 milliards dont a parlé le ministre Sélé, on ne pourra pas les avoir. À la rigueur, on pourra avoir 3 milliards de dollars. Je crains que vous deveniez un prophète malheur. Je ne suis pas un prophète de malheur, c'est le réalisme, c'est la géopolitique. C'est pourquoi moi je m'attendais à ce que la dernière réunion du Conseil de ministres, qui est un débat majeur, proactif, sur les projections des conséquences géostratégiques et géoéconomiques sur l'économie du Congo, pour dire qu'est-ce que nous allons faire
quelles sont les options? Réduire les dépenses, augmenter les recettes, mais sur quel rayon? Mais bon, voilà, là, on a parlé... Monsieur Hubert Kabasoubabo, la coalition FCC Cash, bien sûr, on en parle parce que vous êtes sans ignorer, au courant de la semaine, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila-Kabange, est allé voir son frère, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, le président de la République actuelle, pour les partages de postes dans les entreprises publiques. Alors, ils ont parlé de moralité, de la compétence. Pensez-vous que les entreprises publiques, on doit les donner aux politiques, ou soit on doit chercher les fils maison de ces entreprises pour les promouvoir à devenir quand même les chefs d'entreprise qui connaissent le vrai problème de ces entreprises? Mais rassurez-vous, même les fils maison là, rassurez-vous, les fils maison là, quand vous êtes déjà au rang des directeurs, ils deviennent très politiques. J'ai été mandataire moi-même, ils deviennent très politiques. Et donc, ils sont membres de partis politiques, de l'UDPS, etc. Quand vous regardez la présidence là-bas, il y a d'anciens directeurs des entreprises publiques et des anciens mandataires. Donc, il faut penser que parmi ces candidats, il y a certainement des candidats qui ont les diplômes qu'il faut, la trajectoire qu'il faut. Et donc, le président de la République va certainement déterminer les critères pour qu'on puisse avoir les meilleurs. Mais non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la définition des critères de performance pour les entreprises publiques. Vous voyez, même avec... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais justement, à l'époque des Matata, par exemple, pour les ministres, aujourd'hui, on n'a pas... Matata, non, mais Matata... Il vous a séduit en quoi? Non, mais écoutez... Parce qu'il nous a parlé de projet 1000 écoles, mais jusqu'aujourd'hui... Non, on en a fait au moins... Ça veut devenir inventaire de la République. Non, mais au moins là, il n'y avait pas des écoles construites, une école construite avec 3 millions de $. Ça, c'est la réalité. Mais à l'époque, moi, je veux parler de la méthode par d'individus. Okay. À cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait les lettres d'émission. Ce que nous, on appelle en jargon les fiches OR, les fiches des objectifs et résultats. Dans les gouvernements modernes, quand vous avez publié votre programme de gouvernement ou votre déclaration de politique générale, vous faites ce qu'on appelle une session d'immersion des définitions des critères de performance, où vous définissez pour chaque ministère quels sont les objectifs, quels sont les critères de performance avec les lettres d'émission. Voyez-vous, on doit faire la même chose pour les entreprises publiques. Chaque mandataire, on doit faire les fiches OR, les fiches des objectifs et des résultats, avec les lettres d'émission. Et d'ailleurs, le modèle performance stat que, par exemple, le Rwandais utilise, que les Sénégalais utilisent, que les Kenyans utilisent, les Tanzaniens, la ville de Cape Town. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'association africaine de Deliverology. Ce n'est pas mon concept. Vous pouvez chercher dans Google, vous allez voir Deliverology dans le verbe anglais de to deliver. Voyez-vous? Et donc, il faut avoir des critères de performance, il faut avoir des fiches, objectifs et résultats et des lettres d'émission pour ces mandataires-là. Et faire la performance en public. Vous mettez les mandataires là-bas, après 2 mois, tout le monde voit, tout le monde suit. Quel programme est-ce que vous avez réalisé? Quel objectif est-ce que vous avez réalisé? Comme ça, ça a la transparence et ça stimule les gens. Voilà, merci monsieur Hubert Kabasoubabo Chiton avec ce dernier point. Et on parle de la justice, un état des droits avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, l'affaire Saut des moutons. Apparemment, les géants, les gens qui étaient intouchables à l'époque de Kabila aujourd'hui se retrouvent derrière les barreaux. On peut penser qu'il y a une nouvelle touche à la justice. Mais ce n'est pas ces gens-là qui étaient intouchables. Les intouchables étaient des politiciens. Nous voulons voir parce que voilà, on dit, il y a des choses fondamentales qu'on ne dit pas. Il y a la problématique du court-circuit. On a court-circuité les procédures gouvernementales. On a vu un directeur de cabinet donner des injonctions à la Banque centrale, donner des injonctions au FPI, donner des injonctions aux régies financières et traiter tous les dossiers. Mais il n'y avait pas le gouvernement, il y avait le Boï, quand même quelqu'un devait prendre le devant. Non, attendez. Même si quelqu'un devait prendre le devant, il devait respecter les procédures. Vous savez, la mauvaise gouvernance... Vital ne l'a pas fait? Non, la mauvaise gouvernance commence quand on ne respecte pas les procédures. C'est ça qui a créé tous ces problèmes ici. Et s'ils avaient des meilleures méthodes, notamment la délivérologie là, les critères de performance, on n'aurait pas eu tous ces problèmes ici. Encore que le saut de mouton, en termes de priorité, en termes de... Même quand vous dites... C'était un programme d'urgence. Non, mais les sauts de mouton étaient urgents quoi? C'était pas urgent parce qu'il y avait des embouteillages impeccable. Non, mais les embouteillages... les embouteillages, écoutez messieurs, nous avons été dans beaucoup de pays, même à côté, en Angola, ici, à Brazzaville, au Burundi. Les embouteillages, c'est la première question, c'est une question de comportement. Les gens doivent respecter la loi. Deuxième question, c'est une question de renforcer l'efficacité de l'État en ce qui concerne le respect de la loi avec une brigade routière qui peut faire... Vous savez, avec des contraventions, on peut même résorber le chômage, on peut maximiser les revenus dans la ville de Kinshasa ici. Comme il y a une véritable sauvagerie routière. Donc, problème de comportement, problème de renforcement de la brigade routière, problème de la signalisation. Vous ne pouvez pas être dans une ville où
Une signalisation, croisement, boulevard et Bakété, là, tombe en panne. Après 6 mois, ce n'est jamais arrangé. Donc, le saut des moutons, là, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Donc, la plaie, elle est profonde. Mais voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, dans toute humilité, je ne dis pas que je suis le plus intelligent. D'ailleurs, les gens vont dire, oh, mais j'ai gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Ça, c'est autre chose. Quand j'étais gouverneur, c'est autre chose. Mais j'ai appris. Vous étiez dans le système que Félix veut déboulonner. Malheureusement, il n'y a pas de déboulonnage, mais par contre, on a l'impression qu'il y a plutôt régression. Voilà, monsieur Hubert Kabasou-Babo, un mot pour cette émission. Non, mais je pense, je peux que vous encourager, mais je pense qu'en toute humilité, les Africains, il n'y a pas qu'au Congo. Hein. Moi, j'habite l'Afrique du Sud, j'ai habité l'Afrique du Sud pendant longtemps. Regardez l'ANC. L'ANC, c'est les plus vieux partis des révolutionnaires en Afrique. Mais regardez ce qui se passe. Toutes les entreprises publiques en Afrique du Sud sont pratiquement en faillite. Voyez-vous, l'homme blanc a laissé ces pays, un peu comme le Congo. L'homme blanc a laissé, en 90, l'Afrique du Sud était plus développée que l'Espagne et la Belgique. Voilà. Mais voilà. Donc, je pense que c'est de dire que il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans le pays. Merci. Regardez cette caméra. Si Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est en train de vous regarder et Sylvestre Ilunga Kamba, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'était quel développement de retenir que la RDC les coronavirus est comme un mal nécessaire, comme on dit en anglais, a blessing in disguise. Ça sonne un peu cynique, mais il y a une théorie en économie politique qui dit la création des richesses par la déconstruction. Ça veut dire que ça permet de poser des grandes questions. Coronavirus, ses répercussions géostratégiques et géoéconomiques vont nous trouver dans une vulnérabilité qui va s'amplifier. Les 5 milliards dont a parlé le ministre Sélé, on risque de ne pas les avoir, on risque d'avoir 3 milliards. Il est important maintenant que le président de la République et le Premier ministre, qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle pour dire qu'est-ce que nous faisons pour que les effets géostratégiques et géoéconomiques des coronavirus ne nous écrasent pas. Voilà, merci Monsieur Hubert Kabasou-Babo. J'avais annoncé sur ce plateau que je serai avec lui et Norbert Yamba, mais Norbert Yamba n'est pas venu. Bon, je salue Norbert Yamba. Comprenez peut-être que les embouteillages, il m'avait dit quel développement pour la RDC, carence de lutte. On en a parlé sur ce plateau avec Monsieur Hubert Kabasou-Babo, libre penseur, écrivain et chercheur en gouvernologie, malgré n'a pas expliqué. Hein, j'ai expliqué, j'ai dit que c'est la praxis, l'épistème et la praxis du gouvernement. Merci. C'est un domaine spécifique de la science politique qui est focalisé sur l'art de gouverner. Merci d'avoir répondu à notre invitation derrière la caméra, Christian Tundo, et à la réalisation Sacré Mbouyamba. Merci à notre directeur de programme, Valérie Kess. Restez fidèles à ce programme. Au revoir.